Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Ce lien-là, je ne l'ai pas tout de suite compris. Je l'ai compris quand j'ai vécu en Inde, dans une énorme ville qui est Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais besoin. J'avais du bitume partout. Il fallait que je sorte de la ville, mais il me fallait des heures et des heures parce que là-bas, les bouchons sont infernales. Et je me suis dit, zut alors, en fait, comment je vais faire pour avoir ma dose de cette nature ? Le podcast, évidemment, a pu voir le jour après un long chemin. Je cherche encore ma pleine légitimité à parler de ce sujet, car je suis loin d'être parfaite. Mais faut-il être parfait pour commencer des choses ? Doit-on être un expert de l'écologie pour oser en parler ? J'ai décidé, à travers cet épisode, de vous expliquer mon cheminement. Je ferai cet exercice tous les 15 épisodes, pour faire un bilan sur ce que j'ai appris à travers mes rencontres. Je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Mon lien à la nature aujourd'hui, il est très important. J'ai besoin d'aller dans mon jardin, j'ai besoin, là au moment du printemps, de regarder les fleurs pousser, les arbres bourgeonner. J'ai besoin d'aller courir plusieurs fois dans ma semaine, juste pour souffler, sans rien sur les oreilles. J'arrive pas à écouter des choses, j'ai besoin d'être pleinement dans la nature au moment où je cours. Donc des fois c'est long, parce que ma tête me laisse pas beaucoup tranquille, surtout dans les périodes de stress. Ce lien-là, je l'ai pas tout de suite compris. Je l'ai compris quand j'ai vécu en Inde, dans une énorme ville qui est Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais besoin. J'avais du bitume partout. Il fallait que je sorte de la ville, mais il me fallait des heures et des heures parce que là-bas, les bouchons sont infernales. Je me suis dit, zut alors, en fait, comment je vais faire pour avoir ma dose de cette nature ? Donc oui, en Inde, pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent où je vivais dans une villa, Nusa Dua, ça s'appelait. Il y avait un jardin, il y avait une piscine, il y avait plein de choses. Et pour autant, je retrouvais pas cette nature luxuriante qui faisait que je pouvais m'évader et penser à autre chose. Parce qu'autour de ce jardin, il y avait des barbelés pour éviter que les gens plus pauvres puissent rentrer. Et c'est à ce moment-là que je me suis pris une claque sur, au départ, la justice sociale. J'ai pas tout de suite pensé à l'écologie. Alors oui, autour de moi, il y avait plein d'ordures partout. Partout en Inde. Il y avait des endroits où ça pue la mort, mais ça pue pas parce que les gens sont sales, mais parce qu'en fait, il y a des ordures qui restent des jours et des jours dans de l'eau au même endroit, qui stagnent et ça sent horriblement mauvais. Et donc l'Inde m'a fait prendre conscience de cette injustice sociale qu'il y avait autour de moi, les pauvres, les riches, les entre les deux. Autant je fais partie des entre les deux quand je suis en France, autant quand j'étais en Inde, je faisais partie des riches. Et faire partie des riches dans un pays pauvre comme l'Inde, ça m'a complètement contrariée, déstabilisée, rendue triste. Et surtout, j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Les personnes autour de moi les plus heureuses, qui m'ont fait le plus de sourires, qui m'ont donné de leur personne, qui m'ont aidée, ça a toujours été les gens les plus pauvres. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la réalité. J'ai travaillé en tant que bénévole dans une association 4 heures par semaine, dans un bidonville. Donc dans ce quartier, il y a un jeune qui arrive à fond sur moi en scooter, qui est à 2 doigts de me renverser. J'arrive à l'éviter, je ne sais pas trop comment.
Et là, tout d'un coup, je vois un vieux monsieur se lever, choper le gars alors qu'il était encore moitié sur son scooter en train de rouler, le ramener vers moi et lui demander de s'excuser. Enfin, je suppose que c'est ça parce que je ne parlais pas leur langue, mais je suppose que c'était ça. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment, dans ce quartier-là, chacun fait attention à ce qui se passe autour de soi. Et s'il y a quelque chose qui se fait pas, et ben tout de suite, on va devoir rendre des comptes ou expliquer pourquoi. Il y a de la vie partout en Inde, tout le monde se parle. C'est dans les quartiers les plus pauvres où il y a le plus de bruit, où les gens se parlent, partagent, rigolent. Oui, on est un peu regardé de manière curieuse quand on est blanc. Au fond, j'ai vraiment vu de l'amour dans leurs yeux quand ils se regardaient entre eux. Et ça, je l'ai absolument pas trouvé chez les plus riches. Chez les plus riches, c'est on est derrière notre argent, on pense que tout nous est dû, on respecte pas les règles, on prend de haut tous les gens qui sont plus bas que nous, on se drogue, on boit. Alors je dis pas que ils ne boivent pas chez les plus pauvres, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que ça coûte cher. Alors que les riches, ils ont ce côté droit à tout. Alors j'ai pas envie qu'on pense que je fais un les pauvres contre les riches, c'est mieux d'être pauvre que riche. Non, non, je vous raconte vraiment ce que j'ai vécu en Inde et comment je l'ai vécu. L'Inde escalée, et j'ai aimé ce pays pour ce qu'il a pu m'apporter, mais il m'a surtout apporté un nouveau regard sur ma vie, sur la manière dont je voulais la construire, et est-ce que ça m'allait, ce que j'étais en train de faire. Je l'ai pas compris tout de suite. Sur le moment, j'ai vécu comme une personne riche qui de temps en temps va faire des missions bénévoles dans les quartiers les plus pauvres, mais j'ai pris l'avion pour aller visiter des tonnes de villes, je me suis fait plaisir dans des hôtels qui coûtaient très cher et que j'aurais pas eu les moyens si j'avais été en France. J'ai fait des très grosses soirées, j'ai vécu dans des villas. Et en même temps, j'avais ce besoin de revenir à l'humain, à ce qui existait vraiment, aider. J'ai été prof de français aussi et j'ai adoré voir dans le regard des gens la fierté qu'ils avaient quand je leur disais que c'est bon, ils avaient enfin compris comment conjuguer le verbe être ou les chiffres. Et ça, c'était vraiment incroyable tous ces partages que j'ai eus. Je suis revenue en France à cause du Covid, vu qu'on savait pas, c'était en 2020, en juillet 2020, on savait pas du tout quelle était cette maladie réellement, comment ça se passait. Tout le monde pouvait sortir en France et nous, on n'avait toujours pas la possibilité de sortir en Inde et c'était très compliqué, surtout quand on était français, enfin blancs surtout, on nous considérait comme des gens un peu privilégiés et riches et donc c'était pas enfin il y avait plein de on-dit. Et plus ça allait et plus je me sentais mal enfermée dans cette ville-là, dans cette prison dorée comme je l'appelais. Parce que en fait, j'ai été obligée de sortir avec un Indien, sinon on avait un risque d'amende plus élevé. Chris, qui était notre colocataire, travaillait et donc on devait l'attendre le soir pour aller faire des courses, pour faire n'importe quoi. C'était très très compliqué. Ça s'est un petit peu calmé, un peu ouvert juste avant qu'on parte, donc au mois de juin. Mais entre mars et juin, à part voir le jardin de Noussadoua, j'ai pas vu grand-chose. Et là, j'ai eu un gros manque de ma famille, de mes amis. Donc je suis rentrée. La vie a fait que je suis repartie en Roumanie. Et là, en Roumanie, c'était totalement différent. Les gens, sur leur visage, ils sont beaucoup plus fermés, ils sourient beaucoup moins. Une fois que t'as brisé la glace, ils sont gentils et ils t'aident, hein. Mais le premier abord, c'était quand même un pays très froid, contrairement à l'Inde. Et j'avais pas tellement envie d'y aller en Roumanie. Donc même mon état d'esprit était complètement différent. C'était compliqué pour moi. J'y suis pas restée longtemps. J'y suis restée seulement 2 mois parce que j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid en Roumanie. Et là, ça a été une descente aux enfers. C'est-à-dire que les 2 premières semaines de Covid, j'ai pas eu de grosses difficultés. Et puis la 3e semaine, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, j'allais reprendre le travail. J'avais des pincements au niveau du cœur. Et j'ai ma manager, Samia, qui me dit Amélie, là faut que tu retournes voir le médecin, c'est pas normal. Moi, j'étais en mode, je suis jeune, ça fait déjà 2 semaines que j'ai le Covid, j'ai pas de problème. J'ai eu un petit rhume, rien de méchant. Pourquoi ça partira en cacahuète au bout de 3 semaines? Et en fait, ça a été de mal en pis. Douleur, tremblement, sensation de faire des crises cardiaques à peu près toutes les 2 heures et notamment la nuit. Beaucoup de voyages en ambulance, beaucoup de moments à l'hôpital où on m'évitait parce que je ne parlais pas roumain et que ceux qui parlent anglais ou français sont souvent les médecins.
Et les infirmiers et aides-soignants, ceux qu'on voit tout le temps, ils arrivent à dire 2-3 mots, mais c'est très compliqué de rassurer quelqu'un quand on parle pas totalement sa langue. Et là, j'ai décidé de rentrer définitivement en France. Pendant tout ce chemin, j'ai toujours eu Simon à mes côtés, mon amoureux. Quand on est revenu en France, j'ai cherché un nouveau travail que j'ai trouvé auprès de Progicar. Mais je sais pas, il y avait quelque chose au fond de moi qui était là, qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je creuse, que j'avais peut-être des envies autres que le travail que je faisais actuellement. Puis ça s'est fait petit à petit, le développement personnel. J'ai fait une formation, donc une formation qui s'appelait auto-coaching, donc qui me permettait via des exercices de me comprendre un peu plus de comment je fonctionnais, quelle était la manière dont je travaillais, dont je réfléchissais, etc., etc. Dans cet auto-coaching, j'ai rencontré Karine, qui est aujourd'hui ma coach business et qui est présente avec moi aujourd'hui pour créer ce podcast et je lui dois beaucoup. Et avec Karine, on a fait un gros travail. On a commencé en juillet, août. Et là, les 6 premiers mois, je savais même pas si j'allais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais une envie, mais j'avais pas d'idée. Où j'avais des mini-idées, où je n'avais pas l'impression que ça allait aboutir. Je me sentais pas assez, je me sentais pas le potentiel. Et puis au départ, l'écologie était pas encore totalement présente. Par contre, je le sentais, mais je savais pas comment faire parce que moi, je faisais rien en termes d'écologie. À part trier mes déchets, c'est tout ce que je faisais. Et donc j'étais là, mais comment je peux me permettre d'avoir des idées sur l'écologie alors qu'en fait, j'y connais rien, que je fais rien, que je sais même pas si j'ai envie de changer, parce que ça a l'air vraiment chiant. Et en plus de ça, à chaque fois que je lis des trucs, mais c'est une cata quoi, on va tous mourir. Donc ça sert à quoi que je m'emmerde, excusez-moi des mots, mais ça sert à quoi que je m'embête à faire des choses alors que on va tous crever quoi. Et là, au fur et à mesure de discuter avec Karine, donc pas forcément tout le temps d'écologie, je me suis aperçue que c'était pas moi. J'ai besoin d'agir, de faire le tout pour le tout, d'avancer. Tout ce qui est zone de confort, j'ai beaucoup de mal à y rester. Je crois qu'en fait, ma zone de confort, c'est de pas être dans une zone de confort. Même si ça fait peur, même si je flippe, même si tout ça. J'ai réfléchi à comment je pouvais mettre l'écologie à l'intérieur de mon projet. J'ai eu un énorme soutien de la part de Simon, et donc vu qu'on est en couple, c'est beaucoup plus simple quand l'autre personne veut te suivre. Sinon, au niveau de la charge mentale, c'est très très dur. Et là, Simon voulait bien me suivre, mais là, on n'avait pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire que pour lui, c'était très compliqué de se dire que il fallait arrêter l'avion pour voyager, parce qu'il avait plein de trucs qu'il avait envie de faire, et qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est d'y aller en avion. Donc lui, ça a été tout ce deuil-là. Alors que moi, j'étais en mode, moi, il y a plein d'endroits que je connais pas en France, il y a plein d'endroits que je connais pas en Europe, puis ça a l'air stylé, donc ouais, peut-être qu'un jour j'irai en Thaïlande ou j'irai à Bali, ouais, ça me ferait bien rêver, mais il y a peut-être un autre moyen. C'était pas ça qui me faisait le plus mal d'arrêter. Moi, c'était le bœuf, la viande en règle générale. J'adore ça, on a toujours mangé ça chez moi. En plus de ça, ma sœur, qui est végétarienne, elle a quand même bien morflé dans ce choix-là auprès de ma famille, mais elle a tenu bon, et je me suis dit, oh non, mais elle est vraiment courageuse, moi je sais pas si j'aurai ce courage-là, et puis surtout, mais j'adore ça, mais comment je vais faire pour arrêter? Et donc en réfléchissant, on a réussi à se trouver des solutions. C'est-à-dire que on a recherché, on a vu qu'en train on pouvait faire pas mal de choses, donc ça l'a soulagé de se dire qu'il pouvait continuer à voyager. Et moi, on a décidé de diminuer le bœuf, parce qu'on a vu que c'était le bœuf qui avait un impact carbone très conséquent, donc on a diminué le bœuf. Donc au départ, on s'est dit on n'en mange plus que 2 fois dans le mois, puis une fois. Donc les premiers temps, dès que j'avais mangé mon bœuf du mois, j'étais là en mode oh putain, maintenant faut que j'attende le mois d'après. Dès que le premier du mois d'après, je regardais Simon avec des yeux en forme de cœur en mode c'est bon, je vais pouvoir remanger du bœuf. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon cerveau oubliait le bœuf. Et qu'en fait, j'attendais plus le mois d'après pour en manger. Que ça pouvait m'arriver de pas en manger du tout dans un mois. Et que c'était ok. On n'a pas forcément diminué tout ce qui était volaille parce qu'on en mangeait déjà pas beaucoup. Et après, le porc, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'on est des fans de pâtes carbo, de pâtes en règle générale, et souvent, on a besoin d'un peu de jambon et de lardon. On n'est pas complètement végétarien,
On a diminué beaucoup la viande et déjà ça, on en est hyper fiers. Et c'est rien que ces petites choses-là que chacun on pourrait faire pour mettre un peu notre pierre à l'édifice. On a décidé d'arrêter de prendre l'avion, donc comme je vous l'ai dit. Donc là, on part en Italie cet été en train. Donc ça va être tout nouveau. On ne sait pas encore si on amène nos vélos ou pas. On verra. Donc forcément, c'est une autre organisation. Faut prévoir plus longtemps. Le temps d'y aller et de revenir sont beaucoup plus conséquents, donc il faut le prendre en compte. Mais ça va être chouette. On a décidé d'avoir qu'une voiture pour deux. Cette voiture, on l'avait déjà depuis un moment. C'est pas un SUV, c'est une petite 108, pardon. Et on a décidé qu'on continuerait et qu'en fait, quand tous les deux on a besoin de la voiture, et bah on trouve un moyen, soit l'un annule son rendez-vous parce qu'en fait on peut pas être, on a tous les deux absolument besoin de la voiture, soit on décide que il y en a un des deux qui peut prendre le vélo pour y aller, ou le train, ou le bus, ou à pied. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on était vraiment dans une réflexion de est-ce que j'ai vraiment besoin de la voiture? Parce que si on avait eu tous les deux une voiture, c'est sûr qu'on se serait dit oh là là, flemme, je vais y aller en voiture. Alors que là, en fait, on est obligé de se poser la question. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que en fait, non, j'ai pas forcément besoin de la voiture. Après, on a aussi décidé de consommer autrement. Notamment dans tout ce qui est achat de fringues, de chaussures, etc. On réfléchit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle chemise? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de ces chaussures? Est-ce que, voilà, on se pose toujours la question de en a-t-on un réel besoin? Et surtout, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire que si à un moment donné on craque sur quelque chose, on fait attention où est-ce qu'on l'achète. Maintenant, on évite tout ce qui est fast fashion, c'est-à-dire Zara, H&M, etc. Bon, je fais un peu la pub et désolée. On évite le plus possible. Mais après, j'avoue que je ne me suis pas encore complètement plongée dedans, donc je préfère pas acheter que d'aller acheter quelque chose qui ne respecte pas la planète. Donc vu le nombre de vêtements que je me suis acheté avant d'avoir conscience de tout ça, ça va. Je vais tenir encore quelques temps. On va au marché aussi, on achète en vrac, on essaye le moins possible d'aller à U, on cuisine, ou plutôt Simon cuisine. Pareil, c'est une autre façon de voir les choses. On réfléchit à ce qu'on va faire la semaine d'après, on planifie, parce qu'on sait qu'en fait on va pouvoir aller acheter nos légumes qu'une fois dans la semaine. Bon, si vraiment il y a un problème, on va aller au U, hein. On n'est pas non plus complètement fou, ou plutôt complètement bloqué par nos convictions, mais en fait on essaye. Parce que la société autour de nous, elle nous aide pas forcément. Là, je dois aller sur Bordeaux et je dois mettre 6h30 de train, alors que je mets que 3 heures en voiture. En ce moment, avec le début du podcast, gagner 6 heures pour l'aller-retour en 2 jours, bah ouais, je vais prendre la voiture. Mais j'ai fait un blabla car parce que je me suis dit, bon, je prends la voiture, mais j'essaye de faire quand même un petit geste et je prends Blablacar. Je peux pas être parfaite. La société aujourd'hui m'aidera pas à l'être. Donc j'essaye, avec tout ce que j'ai autour de moi, d'en faire un jeu. Je sors aussi de ma zone de confort, même au niveau médical par exemple. Je vais essayer de trouver tous mes nouveaux médecins à Bois et aux alentours. Alors que j'ai tous mes médecins que je connais depuis des années qui sont en Vendée, parce que je viens de Vendée, et je pourrais faire l'aller-retour. C'est pas non plus si loin. Mais je me dis, mais non, ça fait dépenser de l'énergie alors que j'ai exactement la même chose à côté. Les difficultés que je trouve aujourd'hui, c'est le regard des autres. Dès qu'on fait quelque chose, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a dit notre point de vue sur l'écologie, on nous demande d'être tout le temps parfait, de jamais changer, de montrer l'exemple. On nous fait croire aussi, toi en tant qu'individu, t'es censé faire attention à la planète. Oui, mais pour moi, la société, politique, les entreprises, tout le monde doit faire sa part. Mais j'ai décidé de pas attendre la politique et les entreprises pour faire moi mon chemin. Parce que je me dis que plus on sera d'individus à faire les choses, et plus on aura un pouvoir de faire basculer le gouvernement et les entreprises pour qu'ils nous suivent. J'ai aussi des difficultés sur ma légitimité. Est-ce que j'en fais vraiment assez pour la planète, pour être légitime à faire ce podcast, à en parler? Est-ce que je me documente assez?
Est-ce qu'il faut que je sois beaucoup plus présente lors de manifestations écologiques? Je ne le suis pas aujourd'hui. Est-ce que je dois donner beaucoup plus mon avis sur ces choses-là? Est-ce que c'est mon job? Est-ce qu'il faut faire ça pour être légitime? Est-ce qu'on est tous légitimes? C'est vraiment mes questions du moment. Faut que je me lance dans cette aventure, que j'essaye d'amener le plus de monde avec moi, qui comprennent que je suis pas parfaite, et que ce podcast je le lance, et qu'il y aura des gens beaucoup plus parfaits que moi, même des gens qui se sentent pas légitimes, vous verrez, et que en fait ils vont m'apprendre plein de choses. Et j'espère vous apprendre autant de choses que ce qu'ils vont m'apprendre à travers le podcast. Vous allez avoir certains déclics, d'autres que vous n'aurez pas. Peut-être des choses où vous vous direz mais oui, mais moi j'ai envie de commencer à faire de l'écologie via ça parce que ça va être facile. Et puis après avoir un autre objectif, pour être totalement transparente, j'ai grave les flippettes. Grave les flippettes de faire ça. Mais c'est ok. De toute façon, si la vie était si simple, elle serait pas si sympa. Si on restait toujours dans notre zone de confort, on rencontrerait pas des gens exceptionnels. Donc moi, mes objectifs, c'est de faire en sorte que ce podcast soit un moment de détente, de prise de conscience aussi, parce qu'il y aura des invités qui vont peut-être dire des choses qui vont pas faire plaisir ou qui sont dures à entendre parce que ce seront leurs difficultés et ce sera leur vraie vie. Et aussi des moments beaucoup plus doux, parce que l'écologie, ça a aussi des moments doux et j'ai envie que vous accrochiez à ces moments doux et de joie et que vous vous dites « Ah, moi aussi j'ai envie d'aller là-bas ». Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.ment-podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.